Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, plus que jamais, on va parler Jeux Olympiques avec l'actualité brûlante de la fin de la semaine, les Olympic Qualifier Series de Budapest. À la fin de ceci, on connaîtra donc le nom des 68 qualifiés pour les JO. On parlera ensuite des Jeux Paralympiques avec Los Angeles 2028 qui vient de se voir proposer en tant que sport additionnel l'escalade. Et enfin, on ira en Angleterre pour parler d'un nouveau projet d'un certain Will Bosey, un caillou, comment dire, original. Bref, on est parti. News numéro 1, et ça y est, la semaine prochaine nous connaîtrons la liste des 68 grimpeurs qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Pourquoi la semaine prochaine? Eh bien parce qu'à partir de ce jeudi va se dérouler la deuxième et dernière étape des Olympic Qualifier Series à Budapest en Hongrie. Une étape dont les points récoltés viendront s'additionner à ceux de Shanghai pour créer un classement combiné qui qualifiera les 10 meilleurs athlètes au JO en combiné et les 5 meilleurs en vitesse. Sauf que tout ça c'est pas très parlant et pour vous aider à y voir plus clair, j'ai préparé des statistiques. Et tenez-vous bien parce que j'en ai chié. En combiné par exemple, j'ai calculé que la limite pour s'assurer une place au JO de Tokyo est de 71 points. Et je mets bien l'accent sur s'assurer, puisque dans la pratique la limite sera bien plus basse, et si vous avez par exemple 70 points, vous aurez une chance sur ce chiffre de ne pas vous qualifier, donc ça va quoi. Dans les faits pour le combiné homme, ça nous donne ce tableau, juste ici vous retrouverez le classement à l'issue de Budapest, et à droite le nombre de points avec lequel terminera chaque athlète en fonction de sa place à Shanghai. Exemple simple, Do Yoon Lee a terminé premier à Shanghai, et s'il termine de nouveau premier à Buda, il obtiendra un score de 100 points, ce qui lui permettra de se qualifier sans se préoccuper des autres. On retrouve donc 22 athlètes qui sont encore complètement maîtres de leur destin, même si je le redis, les cases en rouge n'indiquent pas une non-qualification, mais simplement qu'il y a une probabilité que ça ne passe pas. Ainsi, Do Yoon Lee sera en vacances à partir du moment où il se qualifie en demi-finale, alors qu'Adam Ondra devra lui viser le top 10, ou que notre premier français Paul James sera officiellement qualifié aussitôt rentré en finale. Attends, mais t'as mis combien de temps à faire ces tableaux ? Bien trop longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, le total de points n'est pas le principal enjeu de nos Français, car ce que ce tableau ne prend pas en compte, c'est la limite de 2 athlètes par pays. Avec un bon avantage pris lors de la phase aller, Paul James semble donc à l'abri d'un retour de Mejdi Schalk. Ce dernier devra donc plutôt viser de rattraper Sam Azouz en terminant au moins 2 places devant lui, ou une seule place devant lui s'il termine entre la première et la 4e place. On passe maintenant chez les femmes, pour la qualification à 71 points c'est la même chose, donc si vous voulez analyser le tableau je vous laisse mettre pause et regarder ça tranquillement, mais au niveau des duels d'une même nation, c'est surtout le duel entre Futaba Ito et Mio Nonaka qui nous intéresse. Seulement 2 points devant sa compatriote, Mio Nonaka est dans la même situation que Sam Azouz face à Mejdi Schalk, et elle devra devancer sa compatriote de 2 places ou d'une seule si elle se place dans les 4 premières. On passe à la vitesse maintenant, et ici petite différence, puisqu'avec les seulement 5 meilleurs grimpeurs et grimpeuses de qualifiés, il faudra un total de 80 points pour se qualifier sans avoir à se préoccuper des autres, sauf que vous allez vite le voir, en vitesse se préoccuper des autres sera le plus important. D'abord chez les femmes, si Leonardo Vedrick a pris 14 points d'avance sur son compatriote Kiromal Katibin pour le dernier billet indonésien, ce dernier pourrait encore renverser la vapeur, mais pour cela il faudra qu'il gagne la compétition ou termine deuxième, en dessous cela reste également possible, mais il faudra alors que Leonardo termine hors du top 10, assez improbable. Plus serré par contre, le chinois Peng Wu pourra lui prendre le dernier billet chinois s'il termine devant Xin Changwang ou à moins de 4 places derrière lui, tant que celui-ci ne termine pas dans le top 3. Chez les femmes c'est la même chose, si Yafei Zhu peut encore perdre son quota chinois face à Ding Yu, il faudrait un véritable miracle, mais concernant les 2 sœurs Kalushka en Pologne, rien n'est moins sûr. Avec 5 points de retard sur Natalia, Alexandra Kalushka est tout de même sûre de se qualifier si elle remporte la compétition, sinon elle devra terminer dans les 3 premières et 2 places devant sa sœur, ou 5 places si elle est moins bien classée. Voilà, vous avez maintenant quelques clés pour comprendre un petit peu mieux les enjeux de ce week-end. Alors ce classement à points combiné avec des écarts inégaux sont assez compliqués à commenter, alors si c'est toujours pas clair pour vous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et j'y répondrai volontiers.
Enfin, dernière information, puisque la question que vous vous posez sûrement est la plus importante, c'est où puis-je regarder ces OQS? Eh bien sachez que comme la phase aller, vous pourrez les regarder gratuitement sur le site des Jeux Olympiques, et là encore vous retrouverez le lien en description de la vidéo. News numéro 2, et on continue de parler Jeux Olympiques, mais au futur cette fois-ci avec une grande nouvelle pour notre discipline, le paraclimbing qui réfère à la pratique de l'escalade par toute personne en situation de handicap, à ne pas confondre avec le paraclimbing qui lui réfère à la pratique de l'escalade dans la région de Para, dans le nord du Brésil, vient d'être officiellement proposé pour faire partie des Jeux Paralympiques de Los Angeles 2028. Car oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais malgré la présence de l'escalade en tant que discipline olympique depuis Tokyo 2021, son pendant handi n'avait elle toujours pas trouvé place parmi les Jeux Paralympiques. Pour comprendre cette décision, il faut savoir que le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont deux entités distinctes, et même si elles se coordonnent pour fonctionner ensemble, elles n'ont pas nécessairement le même programme. Ainsi, le rajout d'un sport aux Jeux Paralympiques est basé sur trois critères: la qualité, qui fait référence aux compétitions organisées par la discipline sur les 4 dernières années, la quantité, qui prend en compte le nombre de nations pratiquant la discipline à haut niveau, et l'universalité, qui prend en compte le nombre de régions dans le monde où la discipline est pratiquée. Or, si jusqu'à présent on était déjà sur une base d'athlètes trop nombreux pour une partie de loup-garou, quoi qu'en rajoutant quelques villageois et doublant certains rôles ça pouvait sûrement passer, pour des Jeux Paralympiques c'était un peu plus juste. Pour le petit historique, avec une première compétition internationale à Ekaterinbourg en Russie en 2006, il aura fallu attendre 2010 avant que la discipline n'obtienne un circuit international récurrent porté par l'IFSC, puis des premiers championnats du monde à Arco en Italie en 2011. Un circuit qui ne cesse depuis de s'améliorer et surtout qui a reçu un gros coup de pouce en 2019 lorsque l'IFSC a annoncé officiellement un plan de développement dédié au sport, dans le but notamment de le voir intégrer les Jeux de Los Angeles 2028. En janvier 2023, l'IPC, le Comité international paralympique, valide donc la présence de 22 sports dans son calendrier sans l'escalade, mais l'intègre sur une shortlist en tant que potentiel sport additionnel aux côtés du parasurf et soumet cette shortlist à l'organisation de LA 2028 qui est encore une autre structure. Pour choisir entre les différents sports de cette liste, LA 2028 lance donc un processus d'évaluation similaire à celui de l'ajout de sport, rajoutant au passage des critères économiques et logistiques, et finit par annoncer il y a un peu plus d'une semaine la proposition de l'escalade en tant que sport paralympique. Car oui, comme dit plus tôt, il ne s'agit là que d'une proposition et son acceptation ou non sera votée le 26 juin, soit dans une semaine, par le conseil d'administration du Comité paralympique international qui avait eux-mêmes proposé le sport. Voici la liste des sports additionnels que nous vous proposons pour Los Angeles 2028. Choisissez-en un s'il vous plaît. Merci. Écoutez, je vais choisir ce sport-là. Merci pour votre proposition, nous allons y réfléchir. Attendez, mais c'est vous qui m'aviez fait une proposition? Non. Si, vous avez juste changé de perruque. Non. Si. Enfin bref, comme disait mon prof de compta, de toute façon tous les grands débats de ce monde se décident sur la mise en page d'un PowerPoint, on espère donc que le stagiaire aura bien fait son boulot et on attend le 26 juin avec impatience, même si le plus dur semble déjà avoir été fait. News numéro 3, et avant d'entamer cette fin de semaine de compétition, on va maintenant parler cailloux en rejoignant l'écossais Will Bosey qui a révélé en début de mois son tout nouveau projet du moment, un projet situé sur le site de Badger Cove en Angleterre qui selon lui pourrait bien être une nouvelle ligne dans le 9e degré bloc et qui selon moi pourrait bien devenir le premier bloc moche dans la cotation. Vous savez, il y a quelque chose sur laquelle je mets peut-être pas assez l'accent dans cette émission, l'esthétique du caillou. Pourtant, si aujourd'hui la performance semble dicter les codes de l'escalade de haut niveau, la beauté d'une ligne reste une motivation intangible de nombre de grimpeurs et les lignes qu'on retient vraiment sont également souvent les plus belles. Eh bien je peux vous dire qu'on ne retiendra sûrement pas toutes les lignes de l'écossais. Car oui, ce bloc n'est pas une masterclass de la nature, un départ en plein milieu de nulle part, sur un bas de falaise, une ligne qui ne paraît pas très logique et une texture visuelle plus proche d'un mur en crépi Leroy Merlin que d'une œuvre d'art, un bloc qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler Terra Nova, le 8C+, que travaille aussi Will en République tchèque. Mais bref, passé son esthétique douteuse, l'écossais décrit la ligne comme longue de 16 mouvements, qui commence par une première partie basse avec un 8A de 7 mouvements, puis une partie haute avec une triple relance main droite et 4 mouvements extrêmes d'affilée, le véritable crux du bloc. D'ailleurs concernant cette partie haute, Will estime qu'elle pourrait à elle seule valoir 8C+ bloc, et à laquelle ajouter un 8A de 7 mouvements semble quasiment impossible, même s'il a tout de même réussi indépendamment tous les mouvements en 6 séances. Enfin nous, on espère que l'écossais avance un peu plus vite que prévu dessus, et que l'histoire
l'histoire ne retiennent pas ce bloc comme le premier 9A+ bloc au monde. Vous m'avez sûrement déjà entendu dire que je trouvais les vidéos d'escalade très souvent redondantes, au montage similaire et aux scénarios peu originaux. Et bien une entité qui l'a bien compris, c'est la marque de prise d'escalade Flatholds. Vous aviez notamment peut-être déjà vu leur excellente vidéo sur leur fameuse prise transparente, mise en lumière pendant les derniers championnats du monde de Berne. Et bien cette fois-ci, la marque se met en avant sans ces prises, dans une réalisation artistique, un film retraçant le séjour du grimpeur de bloc italien Nicolo Seria en Sardaigne, un endroit au bloc futuriste mis en valeur par ce film contemplatif et où chaque plan semble avoir véritablement été pensé comme une œuvre d'art dans une ambiance lunaire. La vidéo n'est d'ailleurs pas très longue, 12 petites minutes, alors pour ça, ça vaut le coup, je vous mets le lien en description. Et décidément, on dirait que le dieu de l'absence de scénario vidéographique a entendu mon appel cette semaine, puisqu'après le court-métrage artistique de Flatholds, je vous présente All Rise, un court documentaire de 7 minutes avec pour narratrice la grimpeuse américaine Ashima Shiraishi. Bien connue pour son éclosion précoce et ses performances records dans quasiment tous les domaines de l'escalade, Ashima nous emmène découvrir la discipline par une autre facette, l'inclusivité. Elle y présente ses débuts en escalade et la façon avec laquelle l'accessibilité gratuite aux cailloux de Central Park lui a permis de devenir une grande championne. Rattrapée par cette réalité, elle a donc décidé de fonder avec certains amis All Rise, une association ayant pour but de récolter des fonds et de les redistribuer pour créer des endroits de grimpe inclusifs. Cette vidéo retrace cette histoire et vous pouvez la retrouver via le lien en description. Enfin, pour terminer ce reste des news maintenant, la semaine dernière on vous parlait de Spots of Time, l'un des 2 derniers blocs extrêmes ouverts par le britannique Aidan Roberts et proposé 9A, et bien cette semaine, Aidan était l'invité du podcast The Nugget Climbing Podcast où il a dévoilé le nom de son 2e bloc extrême, enseignement Midnight Project, présumé encore plus dur que Spots of Time et désormais connu sous le nom d'Arrival of the Birds. Un nom inspiré par celui d'une symphonie que le britannique aime beaucoup, mais également par son état de flow au moment de l'enchaînement et la présence d'une nuée d'oiseaux qui sévissait sur le site à ce moment-là. Concernant la cotation en revanche, Aidan reste encore une fois muet, même s'il confirme que pour lui, il s'agit de son process et de sa croix la plus dure qu'il n'ait jamais réalisée. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence la semaine à Séuse avec Jules Marchalan qui enchaîne le légendaire 3 Degrees of Separation 9A+, légendaire de par son ouvreur d'abord, Chris Sharma, est répété seulement à 2 reprises, mais mythique également par ses 3 jetés successifs de plus en plus durs. Réussi en 6 sessions seulement, avec plusieurs chutes dans le dernier jeté tout en rési, il nous propose sa décomposition avec un départ en 8C+, avant le premier mouvement dynamique en 7C+ bloc et les 2 derniers en 7B, ce qui confirmerait la cote en 9A+ proposée par Adam Ondra et la bonne forme du grimpeur français. Cap outre-Atlantique maintenant dans le Nevada sur le site du Mont Charleston avec Jonathan Sigrist qui répète Martial Law 9A+, libéré par Cameron Horst l'an dernier qui est en fait un départ direct dans Arrested Development 8C+, et qui demande donc d'être en très bonne forme pour ne pas arriver trop pété dans la fin, le tout dans un toit pour ne pas que ce soit trop facile non plus. Un seul essai depuis le bas de la voie aurait été nécessaire et donc un seul passage dans le crux, une belle croix qui en appelle évidemment d'autres. Toujours sur le mont Charleston maintenant, c'est Connie Chang qui enchaîne Spy Fiction 8C+, première voie dans la côte pour la falaisiste qui saute le 8C pour passer directement du 8B+, dans laquelle elle aura réalisé 3 voies, au 8C+, aujourd'hui. Un projet de longue haleine pour elle, 20 sessions sur plus de 2 ans pour une voie typée compression que la grimpeuse aura essayé de sprinter, mais une erreur en fin de ligne l'aura obligée à revoir sa méthode et prendre un mauvais repos avant. Une très belle entrée donc dans la cotation qui l'amènera, on l'espère, à d'encore plus belles croix. Direction la Suisse maintenant sur le site de Fionnet dans le Valais avec Pietro Vidi qui enchaîne Fuck the System 8C+ bloc, libéré par Sean Raboutou et trônant depuis au sommet de la difficulté en bloc. Le grimpeur italien aura pu l'essayer à la fin de l'été passé avant de revenir le couteau entre les dents ce printemps. Pietro aura d'abord dû négocier un coincement de genou qui lui aura donné du fil à retordre, mais une fois ce problème passé, c'est un pied en partie cassé et des prises mouillées qui auront retardé l'inévitable enchaînement, signant ainsi la rentrée dans la côte du bloqueur. Bien joué. Et pour terminer, on retourne sur le site de Séuse avec l'enchaînement de Pornographie par Matteo Marobin, une ascension toute particulière puisque le grimpeur français aura décidé, tenez-vous bien, de l'enchaîner sans genouillère et sans coincer de genou. Trouvant ce style beaucoup plus logique, il décrit son process comme le plus gros combat en falaise qu'il ait jamais réalisé, avec 3 voyages, plus de 20 chutes entre la dernière paire et le relais, et plus de 5 chutes pour aller au bac final. Enfin, il aura finalement enchaîné la voie sur son tout dernier jour de son premier trip de l'été. Bref, un scénario comme on les aime et on espère qu'il en revivra beaucoup d'autres.
Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, laisser un commentaire, venir nous suivre sur notre compte Instagram, sur le Discord, bref, vous connaissez la rengaine, pourquoi pas aussi nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, le lien est en description. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines. Tchuss!